IDFM 98 de la bande FM, IDFM 98.fr sur notre planète Terre. C'est du direct ce soir pour ceux qui sont dans notre quartier, ils s'en rendent compte, il pleut, ça fait du bien. On va parler de la mort comme d'habitude dans cette émission, mais pas que de cela, avec Frédéric Martineau qui vient d'écrire son 4e livre, je crois, qui s'appelle « Quelques bonnes raisons » au pluriel d'aimer la mort. Frédéric Martineau est ici en direct dans les studios d'IDFM. Il est auteur d'origine vendéenne. Il est issu des quartiers populaires. Après un passage parmi les troupes d'élite, des études supérieures, il exerce divers emplois et crée plusieurs sociétés. Devenu chômeur et au bord de l'exclusion, il écrit Cana Shop Story en 2003, qui a été réédité en 2012. En 2006, il publie Presqu'île et retient l'attention des médias. Il a été plusieurs fois invité dans des émissions de télévision. En 2011 sort La malédiction de Nostradamus, un thriller historique ésotérique, mais aussi une parabole sur l'avenir du monde tel que nous le connaissons. Et là, nous allons parler de quelques bonnes raisons d'aimer la mort. Frédéric Martineau, bonsoir. Bonsoir Joël, merci pour cette invitation, pour cette réinvitation devrais-je dire, puisque j'avais eu l'occasion de venir dans vos studios lors de la réédition de Cana Shop Story en 2012, même si les locaux étaient différents, c'est toujours un plaisir. Alors, Cana Shop Story, ça parle du cannabis. Oui, je l'ai écrit en 2003 et c'était un petit peu ça raconte un peu ce qui se passe aujourd'hui en Amérique du Nord et c'est c'est un pamphlet qui milite pour la mise en place d'un dispositif rationnel de gestion de ce phénomène de société, puisqu'on va rappeler quand même que c'est 10% de la population française qui consomme et qu'aujourd'hui on est toujours dans un système prohibitif qui ne règle rien et qui crée plus de problèmes qu'autre chose. Donc c'était donc ouvrir des boutiques qui auraient un peu comme les cigarettes électroniques, mais des boutiques qui auraient vendu du cannabis, si je me rappelle, non? Oui, tout à fait. Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec des magasins qui ont pignon sur rue et qui sont des jeux de cannabis. C'est un petit peu le modèle qui avait été développé aux Pays-Bas également. Et j'avais pris l'angle économique pour traiter le sujet et en annonçant 10 ans avant que lorsque ça deviendrait réellement un marché, les barrières morales se lèveraient et qu'on aurait enfin une prise en compte rationnelle de ce phénomène. C'est ce qui se passe en Amérique du Nord. Aujourd'hui, sur 50 États, il y en a 28 qui ont autorisé le cannabis médical. Il y en a 8 qui l'ont autorisé à titre récréatif. Le Canada prépare une loi pour 2018 où ça sera totalement légalisé, où il y aura à nouveau un système de production, de distribution contrôlée. L'Uruguay a mis en place le dispositif. Aujourd'hui, on peut acheter son cannabis en pharmacie en Uruguay sous réserve de s'inscrire dans un registre. En Europe, les Pays-Bas sont connus, la Suisse, le Portugal. Il y a 6 États qui ont autorisé le cannabis médical. En France, on est toujours dans. Là, on en est où? Il y a une non, loi c'est pas bien. Et le nouveau gouvernement nous a annoncé une phase de contraventionnalisation, c'est qu'aujourd'hui le consommateur l'argent. Ça va rapporter de l'argent. Oui, c'est discriminatoire parce que effectivement le consommateur pris sur le fait, il y a des typologies différentes, mais celui qui est issu d'un milieu défavorisé ou en situation de précarité va avoir du mal à payer l'amende et on va faire qu'accroître ses difficultés. Le consommateur qui est plutôt aisé ou plutôt issu d'un milieu favorisé aura pas de difficulté à assumer l'amende. Mais au-delà du fait que ça soit discriminatoire, ça ne règle rien. On laisse 10% de la population consommer un produit sans contrôle sanitaire. On laisse un marché que le think tank Terra Nova a estimé à près de 2 milliards entre les mains de l'économie souterraine. Donc ça permet d'entretenir des armées privées, d'acheter des armes, de financer le terrorisme. On n'a pas de ressources pour mettre en place des actions de prévention nécessaires pour les adolescents. Donc on ne règle rien avec cette contravention. Donc on est en marche arrière. En tout cas, par rapport aux autres. Oui, par rapport aux autres, on est en marche arrière. Enfin, en tout cas, on fait du surplace et le nouveau président nous a annoncé plein de changements et a montré qu'il voulait changer les choses. Alors, j'espère que sous son premier mandat,
On verra au moins le cannabis médical autorisé en France, ça serait la moindre des choses, et peut-être plus, enfin à minima un grand débat avec toutes les parties concernées, oui, mais la les police, labos la sont justice. Mais les labos seront pas contents parce que c'est quand même un merveilleux antidouleur, donc ils pourront plus prescrire les leurs. Mais si, c'est complémentaire. Aujourd'hui, il y a des médecins qui prescrivent, mais ils prescrivent quand justement les molécules. Oui, mais on peut pas l'avoir en France, donc ça sert à rien de prescrire. Non, mais certains médecins contournent parce que les patients leur disent que c'est le seul produit entre guillemets qui leur apporte un confort. Donc voilà, enfin l'hôpital a le droit de prescrire, mais sinon, certains vont en Suisse, ils franchissent les frontières. Et ça voudrait dire que dans les hôpitaux, il y en a. oui, c'est autorisé. Mais est-ce qu'il y en a? Oui, ils s'approvisionnent. Il y a une partie de la prescription en hôpital de cannabis dans certains cas, c'est autorisé, mais c'est pas quelque chose qui est fréquent. Il y a pas une chaîne de production complètement organisée comme on peut le voir dans d'autres pays. Bon, c'est pas le thème de l'émission. Non, c'est pas le thème de l'émission, mais en même temps, puisqu'on en a parlé, même temps, c'est bien, de revenir dessus. Remettre une petite couche sur le fait que ça n'avance pas et que quand même la mise en place d'un système contrôlé, c'est quand même le moins mauvais des dispositifs. Presque tout le monde est d'accord là-dessus, sauf les Français. Alors, quelques bonnes raisons d'aimer la mort, puisque c'est au-delà du miroir, on parle beaucoup de la mort. Il y en a certains qui veulent pas mourir, et puis il y en a d'autres qui le demandent. C'est le cas de votre livre, sur tout un tas de petites histoires de gens qui demandent finalement de mourir. Ils demandent, pour certains effectivement, oui, ils demandent. Pour d'autres, ils sont face à un mur et ça représente pour eux une forme d'échappatoire, soit une situation psychologique qu'ils sont plus capables de porter ou qu'ils ne veulent plus porter, soit face à une maladie qui va les réduire à une image d'être humain qu'ils ne veulent pas assumer non plus. C'est parfois aussi une preuve d'amour. Chaque histoire illustre le titre et chaque héros d'histoire trouve une bonne raison à la mort. Alors, est-ce qu'il y a ce site autolise.ru? Il n'existe pas. Non, autolise.ru n'existe pas, mais effectivement, puisqu'on était dans une espèce, cette nouvelle, elle se passe dans un univers de l'univers du jeu en ligne, des adolescents, et dans le darknet, autolise.ru n'existe pas, mais on trouve un tas de sites internet sur lesquels on peut apprendre à fabriquer des bombes, et on peut trouver un tas d'informations comme ça. Dangereuse, toxique, on va dire, plus que dangereuse. Alors, j'ai choisi ce nom-là. Bon, Autolise, c'est le nom entre guillemets savant du suicide, et puis .ru parce qu'on accuse souvent les Russes d'être les hackers à l'origine de tous les maux de la planète. À une époque, si je me souviens bien, il y avait un livre qui était paru pour justement avoir les possibilités de se suicider, et je crois qu'il avait été interdit, non? Oui, il me semble, oui, effectivement. Il y a au moins une dizaine d'années. Oui, une dizaine d'années où c'est certain que c'est pas un livre ou que c'est pas des informations à laisser entre toutes les mains, et que quand on est dans une situation psychologique et qu'on a cette envie à l'idée et qu'on trouve que c'est la seule solution, si en plus on trouve comment faire sans trop se fatiguer, effectivement c'est plutôt normal que ce livre-là ait été retiré de la circulation, mais ça n'empêche pas les gens de pouvoir trouver l'information ailleurs, aujourd'hui sur le darknet, si vraiment ils le souhaitent, et on trouve de l'information équivalente à ce livre-là. D'ailleurs, on le trouve peut-être, j'ai pas cherché, je peux pas l'affirmer, mais on pourrait le trouver, on peut peut-être même le trouver encore quelque part en téléchargement, scanné ou photocopié.
Alors ça, c'est une histoire avec des jeunes qui se donnent, qui se connaissent pas, qui se rencontrent par Internet et qui décident chacun de faire un buzz, hein, c'est-à-dire oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Voilà, c'est l'univers du jeu, du gaming, parce que les Japonais appellent ça les otakus, et des gens qui vivent, des ados qui vivent complètement en dehors du monde réel et qui se rencontrent. Ils sont répartis aux quatre coins du monde, ils se rencontrent sur le net et finalement leur vie leur paraît tellement triste, tellement sans avenir, qui décident de faire un buzz, et que pour faire ce buzz, ils veulent organiser un suicide collectif simultané, évidemment diffusé en streaming live sur Internet, avec comme objectif évidemment d'avoir le plus de vues, le plus de likes, le plus de partages possible. Ça fait un peu froid. Il y a aussi ce qui est intéressant dans votre livre aussi, c'est ces condamnés à mort qui n'ont pas la possibilité de dire qu'ils préféreraient être condamnés à mort qu'à prison à vie. Ça, c'est une question que je ne m'étais pas posée. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait reconnaître le fait que les condamnés puissent, eux, redemander la peine de mort? C'est ça, tout ça veut dire ça, hein. Oui, c'est un vaste débat. En fait, cette histoire, elle naît d'une expérience personnelle. J'ai été jury d'assises, donc j'ai été tiré au sort, comme ça peut arriver à tout citoyen au cours de sa vie. Et j'ai eu l'occasion de participer à 2 procès, dont un dont je me suis inspiré pour écrire cette nouvelle, où le prévenu, donc le condamné, ensuite avait passé, donc quand on cumulait toutes ces peines, 41 ans en prison. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a choqué. C'était juste impensable de passer les 2 tiers de sa vie en prison. C'est signe d'un échec de la société. Ce qui me choquait encore plus, c'est qu'il avait l'air de vouloir y retourner, et que pour lui, c'était sa vie, c'était sa normalité, c'était l'endroit où il se sentait bien, il se sentait protégé, il maîtrisait les us et les coutumes de la prison, et c'est là qu'il voulait aller. Et du coup, j'ai fait j'en ai fait une nouvelle, et en me disant que lui était peut-être dans ce cas-là, mais que moi et d'autres certainement supporteraient pas ou accepteraient pas de passer 41 ans en prison, et préféreraient plutôt avoir la possibilité de choisir la mort que la réclusion criminelle à perpétuité. Et j'ai illustré ça par le cas, ça y est, je l'ai dit, enfin, par le cas de Gary Gilmore, qui était un condamné aux États-Unis, qui était le premier à refuser la grâce présidentielle et à demander à être exécuté, ce qui a été le cas. Donc, ça a été un best-seller. L'auteur qui a écrit ça a eu le Pulitzer pour le livre. Ouais, alors ça, c'est aux États-Unis, mais en France, on peut pas faire ça. Le système. C'est-à-dire que voilà, le système, c'est très bien qu'il n'y ait plus de peine de mort. Je suis pas du tout pour donner la peine de mort, mais ça veut dire qu'on va condamner peut-être quelqu'un à vie, et que cette personne n'a même plus la possibilité, ou alors s'il se suicide en prison, voilà, ça revient au même. Mais en France, il n'y a pas le condamné n'a plus le droit de parler pour lui, finalement. Non, ça c'est... Même pour demander la mort. Ça c'est clair. Il n'a même pas le droit de refuser, donc c'est quand même... Non, s'il récidive, au bout du compte, il pourrait tout à fait, à partir de 18 ans, passer le reste de sa vie en prison sans autre choix. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, tout plein de nouvelles, et pourquoi avoir écrit un livre, justement, quelques bonnes raisons d'aimer la mort? Pourquoi? Ça, c'est la question aussi, pourquoi? Ça part d'une souffrance personnelle, en fait. C'est que en l'espace de 3 ans, j'ai trois amis proches qui sont partis trop tôt. Ils sont partis autour de la quarantaine. Aujourd'hui, l'espérance de vie pour un homme en France est de 78 ans, donc 40 ans, c'est trop tôt. Personnellement, ça m'a touché, ça m'a fait réfléchir aussi sur la mort, sur leur départ, sur ce que je ressentais. Et ça m'a donné envie de me confronter un petit peu, d'aller un petit peu plus loin dans cette démarche-là. Je me suis isolé dans la montagne au Portugal, dans un petit hameau à 40 minutes du premier village, et puis j'ai commencé d'abord, j'ai écrit quelques nouvelles qui reprennent des tranches de vie de ces 3 amis qui sont partis. Ça agit chez moi comme une catharsis. Ça a été, j'ai terminé mon deuil avec ces nouvelles. Je me suis vidé. Ces 3 nouvelles-là, j'ai fini en larmes, puisque la douleur,
la peine de la mort de ces amis-là est remontée, mais elle est sortie. Donc moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Et puis donc après, j'avais quelques nouvelles, quelques idées. Il y avait des sujets ça m'était déjà, j'y avais déjà pensé un petit peu plus tôt, parce que j'avais été choqué un jour par une maman. Bon, je comprends sa douleur, mais c'était la mère d'un soldat engagé dans un régiment d'élite et elle portait plainte contre le gouvernement parce que son fils avait été tué au combat. Pour moi, c'est juste incompréhensible dans le sens où quand on s'engage dans ces unités-là, on donne sa vie à la nation et je pense que lui, s'il avait survécu, il aurait demandé à sa maman de pas porter plainte, mais elle acceptait pas la mort, donc cette non-acceptation de la mort. Alors que ça faisait partie du contrat, avait commencé à me faire réfléchir sur le rapport des gens à la mort, sur ce fait qu'elle nous fait peur, qu'on veut la fuir, qu'on n'ose pas trop en parler, il y a encore beaucoup de tabous dans les sociétés occidentales autour de la mort. C'est quelque chose qui mûrissait en moi, qui germait. Et l'élément déclencheur, ça a été c'est cette succession de départs prématurés. Guillaume, José et Pat, et voilà. Donc j'en ai eu besoin pour moi, et puis en même temps, derrière, pendant 8 semaines, j'ai quasiment fait que ça, écrire. Puis j'ai gardé ces histoires-là. Il y en a 2 qui n'ont pas été écrits au Portugal, une qui a été écrite après le 13 novembre 2015, après les attentats de Paris. Une sacrée histoire. Ouais, c'est une sacrée histoire. On la raconte pas, elle est dans le livre. Ouais. Et voilà, on va pas la raconter. Et voilà, sinon les autres, elles ont des points communs avec votre vie. Alors, quand on est confronté à la mort de ses parents qui sont plus âgés que nous, c'est sûr que ça semble logique. Et quand ça commence à toucher nos amis autour de nous, on est beaucoup plus touchés parce que finalement, c'est notre génération. Et il y a presque une attirance, c'est-à-dire qu'on a presque envie de les rejoindre. Ça vous dit rien, ce que je suis en train de vous dire? Moi, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Et à la limite, quand je peux comprendre que ça traverse l'esprit en fonction de la nature du lien qui vous relie à la personne qui disparaît. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. C'était plus de l'injustice, un sentiment d'injustice. Pourquoi ils partent si tôt? On avait tellement de choses à faire ensemble. J'aurais eu envie de passer tellement de moments avec eux, enfin voilà, des moments simples, des repas, des apéros, enfin la vie normale. Et bon, donc voilà, j'étais privé de ça. Ils vous ont laissé tomber, c'est ça? Ça me paraissait injuste. Oui et non. Je leur en voulais pas, ça c'est bien sûr, hein, puisque la mort c'est dur pour ceux qui restent, ceux qui s'en vont a priori, ils s'en foutent un peu. Enfin. Qu'est-ce qu'on en sait? Ça, c'est l'autre partie de la question. Effectivement, y a-t-il quelque chose après? Bon, donc du coup, ça fait aussi partie de la réflexion qu'on peut se poser. Il y a eu, dans une des nouvelles, les héros présupposent qu'il y a quelque chose après. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils choisissent de partir ensemble. Oui, c'est une belle histoire d'amour. Bon, on va faire une pause. Vous nous avez choisi cette musique-là. Je pense que tout le monde va la reconnaître. Écoute les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette air-là. Sur l'antenne d'IDFM, deuxième partie de cet Au-delà du miroir où nous parlons de la mort. Est-ce qu'on peut avoir quelques bonnes raisons d'aimer la mort? Il semblerait, oui, qu'il y a plein de gens qui se suicident déjà. Donc ceux-là, ils ont sûrement des raisons d'aimer la mort. Nous sommes avec Frédéric Martineau, donc on a continué à discuter pendant la pause et c'est vrai que je disais que moi aussi j'étais confrontée à des morts récemment et que ce qui m'a le plus choqué, c'est que je m'en rendais même pas compte que j'étais plus ou moins en dépression. C'est-à-dire c'est pour ça que je vous dis ça attire, il y a une forme de dépression, c'est-à-dire la vraie dépression, c'est-à-dire il y a une pression qui se fait en dessous, comme si la mort nous attirait. Oui, on peut ressentir ça. Après, il faut. Enfin, moi, j'ai pas de conseils à donner, mais personnellement, moi, ça m'a pas emmené aussi bas. C'est vrai que ça m'a descendu bien bas quand même. Ceci étant, en parlant,
en essayant de sortir cette peine, on réussit à aller mieux, même si c'est pas immédiat. Moi, je sais que ça a pris du temps pour faire le deuil. Hein. Il a fallu presque l'écriture de ces nouvelles pour qu'il soit totalement achevé. Mais ce qu'il faut surtout pas, c'est rester seul chez soi et se morfondre dans sa déprime qui va entraîner encore plus de déprime et puis peut-être vous mener vers l'irréparable. La vie vaut quand même la peine d'être vécue et il faut pas, c'est facile à dire, mais il faut pas se laisser aller jusque là. On peut écrire comme vous avez fait. Oui, mais en fait, ils sont face presque à des impasses. Quelque part, la mort dans leurs histoires, la mort c'est le moindre mal. C'est encore différent il n'y a pas réellement de dépressif qui va vers la mort pour des raisons psychologiques. Aucun des héros n'est dans ce cas-là. Dans leur chemin de vie, à un moment, ils sont confrontés à une épreuve et le choix presque le plus facile, c'est la mort parce qu'il est moins douloureux. Il règle. Enfin, je vais pas vous raconter toutes les histoires, toutes les chutes, mais voilà. Donc c'est un moment ils sont confrontés à ce choix-là et c'est peut-être le plus simple. C'est pour ça que je l'ai appelé quelques bonnes raisons, mais en aucun cas c'est un appel au suicide. Bien au contraire. Et tous les gens qui sont dépressifs ou qui n'arrivent pas à faire leur deuil, consulter, aller voir un psy, parler à quelqu'un, demander un soutien psychologique, vous laissez pas aller. Ça, c'est le message que je voudrais quand même faire passer aussi. Ouais, le but c'est pas de dire aux gens de se suicider, c'est de leur faire comprendre que quand on est en période de deuil, on peut être en dépression sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que l'important c'est vraiment de discuter ou d'écrire ou de faire des choses comme ça. Alors, ça, c'est si on a le choix, mais avec tout ce transhumanisme et tout, que se passerait-il si la science découvrait le moyen de nous rendre immortels? On aurait plus quelques bonnes raisons, alors. Ça, c'est une question. Déjà, ça dépend un peu aussi de la façon dont on conçoit la mort. Qu'est-ce que la mort? Si je vous pose la question, Joël, qu'est-ce que c'est pour vous la mort? Qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question là. Donc je m'y étais pas préparé. Qu'est-ce que c'est pour moi la mort, la mienne ou celle des autres? La mort. Alors on va. Allez, question du bac philo 2018 à Enghien-les-Bains. Joël, qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? Pour l'homme ou pour l'être humain? C'est l'absence. Oui, ça peut être une définition, mais si on regarde un peu ce qui se passe au niveau planétaire, on a deux grandes conceptions de la mort qui s'affrontent qui s'affrontent, non pas nécessairement, mais qui sont là. Il y a d'un côté ceux qui considèrent que c'est un arrêt. Il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Il y a pas de vie éternelle. Il y a pas de réincarnation. Il y a pas de vie après la mort. C'est un arrêt. Donc c'est les matérialistes, dissolution du corps et de l'esprit. Quand on remonte loin historiquement, Épicure défendait ça. Plus près de nous, des philosophes comme Michel Onfray défendent ça. Et ça représente environ 16% de la population mondiale. Mais nous, on a de la chance d'être dans ces 16% en France. Les 84 autres pourcents sont des gens qui s'identifient à un groupe religieux, donc qui croient à un dieu et qui donc pensent qu'il y a une vie et qui considèrent la mort comme un passage. C'est un passage vers quelque chose, vers l'éternité, vers une vie meilleure, vers une nouvelle vie quand on est dans un cycle de réincarnation. Voilà, donc tous ces gens, on a le corps qui s'arrête. Il y a une rupture entre le corps et l'esprit qui est éternel continue de vivre. Ça c'est 80% de la planète, donc 5,3 milliards d'individus. Donc c'est quand même la pensée dominante par rapport à la mort de la planète. Mais c'est pas cette pensée dominante qui gouverne la planète, puisque c'est les 16% qui gouvernent la planète.
Ça, On est d'accord, hein. Bah, Parce que c'est les matérialistes, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il faut vivre maintenant bien, accumuler. Il y a pas, je veux dire, ceux qui gouvernent, c'est pas ceux qui pensent à la réincarnation et. Enfin, j'ai l'impression que ceux qui gouvernent sont pas les 80% de religions, que ce soit hindouisme. Bah, c'est sûr que si en rapport on met les systèmes politiques, des systèmes politiques religieux, il y en a pas beaucoup dans le monde et c'est effectivement pas la majorité. Voilà, on est sur. Quoique, les Chinois sont très nombreux, ils pensent à quoi? Bah, ils ont une religion, ils ont Yan Luo qui est il personnifie la mort. Il y a le taoïsme, le confucianisme, il y a plus une espèce de religion nationale qui regroupe environ 400 millions de Chinois. Bon, si les chrétiens, c'est 32% de la planète, les musulmans 23%, les hindouistes 15%, les bouddhistes 7%. Donc même si effectivement au niveau des systèmes politiques, c'est comme vous dites, c'est pas eux qui gouvernent la planète, c'est quand même le spirituel reste quand même très très ancré dans le cerveau humain et tout le monde, une grosse partie des gens espèrent. Frédéric Martineau, mais est-ce qu'il faut après. vraiment être dans le spirituel pour se poser la question sur la mort? Non, mais après la réponse qu'on va mettre derrière la question et la façon de se projeter, si on est spirituel, à la limite, on va moins la craindre parce qu'on pense que derrière, ça sera, pour peu qu'on ait accumulé les bons points et qu'on ait cotisé pour le paradis entre guillemets ou pour le bon coin de votre religion, qu'on aura une vie meilleure et qu'on va atteindre le nirvana, la perfection, la vie idéale. Donc à ce moment-là, la mort, on l'appréhende pas comme la fin de tout et quelque part, on peut peut-être l'accepter plus facilement que si on est purement matérialiste, ici et maintenant, je jouis jusqu'à ce que mon corps me lâche. C'est des questions qu'on se pose. Donc, et vous, qu'est-ce que vous pensez sur la mort? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose après ou pas? Alors j'ai pas de preuves scientifiques. Je peux pas prouver qu'il y a quelque chose après. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui laissent penser que c'est pas aussi simple que voudrait le dire Michel Onfray par exemple, pour qui il y a un corps et puis quand on meurt c'est la fin de tout. On peut parler des expériences de mort imminente. Des centaines de témoignages qui ont été accumulés par des médecins, qui ont été analysés par des neurologues, des psychologues. Ils racontent à peu près tous la même chose. 5 phases essentielles: la décorporation, le tunnel, l'être de lumière, l'amour. Les proches, le retour et la réincorporation. Et ça, passé à la moulinette de la science, il n'y a aucune explication satisfaisante à ça. Donc rien que ces éléments-là, laissent penser que c'est pas aussi simple que oui, il y a quelque chose, non, il y a rien. Peut-être il y a un champ de compréhension auquel on n'a pas accès encore et qui nous fera raisonner autrement. Moi, vous me posez la question, donc j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas le Dieu des hommes parce que celui-là me plaît pas et me convient pas là, ce qu'ils en ont, la façon dont ils le décrivent et ce qu'ils lui font dire et ce qu'on fait en son nom, ça me convient pas du tout, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose, une dimension spirituelle, quelque chose que je peux pas expliquer parce que c'est au-delà de mon champ de compréhension aujourd'hui. Alors peut-être que j'aurai la réponse le dernier jour de ma vie. Peut-être. Alors, et vos amis alors, à votre avis, où ils sont? Eux, si effectivement il y a quelque chose après, ils y sont. Alors je sais pas si j'ai pas la comptabilité de leurs bonnes actions, de leurs mauvaises actions sur Terre. Vous n'avez pas eu de rêve ou de... Vous n'avez pas eu de message? Alors si. Sur une des 3 disparitions, le jour où il est parti, je me suis réveillé en pleine nuit et j'ai senti une espèce de courant d'air froid me balayer
Et quand j'ai ouvert les yeux, enfin, il y a une espèce de forme, de halo, etc. Ça, c'est une expérience physique que j'ai faite au départ d'un des 3 amis qui est parti. Alors, est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est un produit de mon imagination? Je peux pas dire. En tout cas, toujours est-il que j'ai eu l'impression de ressentir ça. C'est cette espèce de vent froid qui m'a traversé, qui m'a caressé cette nuit-là. On va écouter la fille après avoir entendu le père. Quand on est mort, c'est qu'on est mort. Quand on n'arrive plus, c'est qu'on ne vit plus. Quand j'aurai coupé la ficelle, mettez-moi dans une poubelle. Dernière partie, dernière ligne droite avec Frédéric Martineau. On parle de la mort, on peut en parler tant qu'on est vivant. Après, peut-être qu'on pourra parler de la vie quand on sera mort. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est clair. Mais on le saura peut-être qu'après, ou on ne le saura pas. Tout à l'heure, tu me posais la question de savoir ce qui se passerait si on devenait immortel. C'est aussi un petit peu, ça fait partie des raisons qui m'ont poussé à écrire le livre. Ouais. À écrire ce livre aussi. C'est cette tendance qu'on sent de vouloir repousser on veut repousser les limites, on veut plus mourir, on veut devenir immortel, jeune, beau et fort. On voudrait devenir quelque part l'égal des dieux dans la mythologie immortelle. Et c'est un petit peu là-dessus que je conclus le recueil, avec une nouvelle d'anticipation, mais quand même assez proche, puisqu'on est dans la décade qui vient. Quelle année? 2037, 47, je crois. Ouais, non, bon, on est bon. C'est pas daté précisément, mais c'est Michelle Obama qui est présidente des États-Unis, et c'est elle qui annonce qu'enfin on a vaincu la mort. Je suis pas sûre que les gens ils en aient vraiment envie. Hein. Certains oui, les matérialistes à la rigueur, ceux que tu évoquais tout à l'heure. Mais non, parce qu'ils sont tellement, ils pensent pas qu'ils vont mourir. Je pense à quelqu'un qui a écrit La femme du futur, et c'est un peu cette histoire-là d'une femme qui, c'est un monde paradisiaque et tout ça. Enfin, tout est bien. Les gens travaillent plus, ils sont tous archi-milliardaires. Enfin, et il y a une jeune femme qui naît, et elle trouve qu'il y a quelque chose qui va pas, et elle leur propose de devenir immortel, et ils sont pas du tout contents parce qu'ils pensaient qu'ils l'étaient déjà. Donc je pense que tout le monde pense qu'on est déjà immortel. On n'y pense pas à la mort, on veut pas y penser. Jusqu'au décès de mes amis, j'ai envie de te dire qu'effectivement j'y pensais pas, que j'avais pas conscience que moi aussi je pouvais mourir, puisque ça touchait des gens plus âgés. C'est pas mon cercle rapproché. Je suis certainement devenu adulte, et j'ai pris conscience de ça avec le départ de ses amis. Et après, l'immortalité, si c'est pour s'ennuyer, si tu es si t'es tout seul à être immortel, si t'es tout seul, pauvre, comme disait Coluche, que tu as pas d'argent, qu'il te manque un bras, enfin ça va être l'enfer sur terre. Donc l'immortalité, c'est pas forcément la panacée. Non. En tout cas, pour les. Ça doit être long, hein. C'est un peu c'est un peu ce que pensent les gens. Il y a une espèce de soulèvement mondial, parce qu'effectivement on a vaincu la mort, mais ça crée énormément de problèmes, surpopulation, ressources insuffisantes, et puis il y a tous les gens qui veulent aller vers Dieu, qui ne peuvent plus y aller puisqu'ils ne meurent plus. Bah oui. Comment rejoindre le Créateur? Il y a les psys sont contents parce qu'ils vont pouvoir soigner la totalité des névroses des gens, puisque quand on a l'éternité pour traiter un patient, on peut soigner toutes ces névroses. C'est
certains ne connaissent la postérité qu'avec la mort. Il y a certains peintres, certains auteurs, alors j'espère que je fais pas partie de ceux-là, qui ne deviennent célèbres qu'après la mort. Donc tous ceux-là sont pas contents non plus, parce que Puis il y a ceux qui croient qu'ils vont retrouver leurs défunts aussi. Si ils ont plus la possibilité d'aller dans l'autre monde, ils sont obligés de rester là. Voilà, ça fait partie effectivement des raisons qui font qu'on a deux grands courants qui s'opposent. C'est ceux qui demandent aux scientifiques d'arrêter et de pas aller plus loin, parce que l'ONU annonce qu'ils ont réussi à vaincre la mort chez le singe, mais il y a encore les expérimentations humaines, donc ils demandent de stopper, de pas aller jusqu'à l'immortalité chez l'humain, et puis d'autres qui la veulent, qui le veulent à tout prix. C'est une façon un petit peu de faire réfléchir sur notre rapport à la mort, sur notre rapport à l'envie de vivre 1000 ans, peut-être de s'ennuyer pendant 1000 ans si on n'est pas favorisé, ou peut-être Combien d'années, toi, tu voudrais vivre? Qu'est-ce qui serait bien pour l'humain? Bah ça, c'est une bonne question. J'ai pas de réponse en fait à ça. Ça dépend vraiment de la vie qu'on mène. Mais si on se réfère à la mythologie, les dieux s'ennuyaient, puisqu'ils prenaient forme humaine pour venir s'amuser sur Terre. Ils faisaient des enfants avec des humaines. C'est qu'en haut, on devait s'ennuyer sec quand même au bout d'un moment. Madame de Sévigné, à 70 ans déjà, elle s'ennuyait. Elle demandait qu'une chose, c'était de partir de sa vie et de son corps. Donc ça dépend vraiment. Alors l'état de la recherche, on peut penser qu'on va dépasser 100 ans d'ici 20 à 30 années, mais ça peut aller très vite. Il peut y avoir une disruption, quelque chose qui fasse que... Il faut travailler sur les télomères. Oui, faut tirer vos télomères la nuit, pensez à tirer vos télomères. Et peut-être qu'un jour on arrivera aux durées de vie annoncées dans la Bible, les 900 ans. 900 ans, mais bon, il y aura moins de population sur Terre, c'est pas possible. Peut-être qu'ils n'avaient pas la même façon de compter les années. Hein. C'était peut-être 900 mois. Peut-être. C'est un vaste débat. Enfin, je crois que chacun a sa réponse à ça, est-ce qu'il aurait envie d'être immortel, mais enfin, l'idée de cette nouvelle, c'est de se faire poser que les gens se posent la question, qu'est-ce que ça voudrait dire, est-ce qu'ils auraient envie de continuer dans cette vie, ou s'ils avaient la garantie de pouvoir en changer. Enfin bon, ça soulève plein de questions. D'ailleurs, les gens qui ont lu le recueil disent ça revient assez souvent, c'est que certaines histoires les fait réfléchir bien après avoir posé le roman sur la table de chevet, ou avoir lu la dernière nouvelle. Et c'était ce que je cherchais, c'était à faire réfléchir un peu les gens là-dessus. Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est que je savais quand même que ça parlait de la mort, mais à chaque fois que je rentrais dans une nouvelle histoire, j'oubliais que ça allait se terminer que pareil. Donc je rentrais dans l'histoire, et puis au bout d'un moment, on y arrivait, quoi. On arrivait toujours à la même, et je m'étais laissé avoir. C'est un peu la vie, hein. On est en vie, on vit, et puis on oublie la fin. Enfin, alors qu'on le sait. Oui, on le sait. C'est-à-dire que le premier jour de la naissance, on est sur le chemin qui va nous emmener vers la mort, et chaque jour qui passe nous en rapproche. Mais ces histoires, elles sont l'image de la vie. C'est qu'on a une vie, on s'épanouit, on aime, on fait des enfants, on partage avec des amis, et puis un jour elle vient. Parfois, on le sait parce on a une échéance qui nous est annoncée lors d'une maladie, ou la vieillesse fait qu'on se doute qu'elle va arriver, et puis parfois elle vous prend comme ça au détour du chemin, sur une route, et c'est un peu comme ça que j'ai terminé mes histoires. Elle surgit à la fin de l'histoire, alors qu'on est dans un chemin de vie naturel. Ça pourrait être votre voisin, les miens.
D'ailleurs, quand même, la mort, elle est quand même dans les journaux. On nous annonce toujours la mort de gens même qu'on connaît pas. Là, je regardais aujourd'hui, on nous annonce la mort on nous annonce les morts des personnes plus ou moins connues. C'est quelque chose qui est annoncé, donc c'est pour nous rappeler quand même qu'on n'est pas immortel. Après, les gens qui marquent leur temps, que ce soit dans l'art, dans quel que soit le domaine, l'économie, la recherche, qu'on leur rende un hommage, ça me paraît un petit peu normal. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'aujourd'hui, elle est tellement présente, elle est tout le temps là et on en devient presque, c'est presque, ça nous insensibilise presque. Je sais pas comment tu réagis, mais là au moment où on parle, il y a des dizaines de gens qui meurent, que ça soit de mort naturelle ou parce qu'ils ont pas à boire, parce qu'ils ont pas à manger, parce qu'ils sont pas vaccinés, parce qu'ils sont dans une zone de conflit. Et au bout d'un moment, on arrive presque à ne plus rien ressentir, sauf quand c'est vraiment quelqu'un de proche. Et c'est peut-être la meilleure façon de faire, c'est de garder une forme de distance par rapport à tous ces gens. Certes, on les a vus, on a entendu parler, mais voilà, c'est normal. À un moment, il meurt. Aujourd'hui, on nous annonce la mort de Jeanne Moreau. Bon, à l'âge qu'elle a, ça paraît Elle n'est pas morte. Si, elle n'est pas morte aujourd'hui, Jeanne Moreau. Si. Ah bon, j'étais pas au courant. Bah oui, sauf si je me trompe, mais a priori elle est morte aujourd'hui, Jeanne Moreau, et c'est à l'âge qu'elle a, c'est naturel, quel que soit le chemin. Oh, c'est une belle femme, une belle bonne femme. Oui, une femme magnifique. Ouais. Mais bon, moi on peut pas, voilà, il faut avoir de l'empathie effectivement pour tout le malheur du monde, mais on peut pas non plus verser des larmes pour toutes les personnes qui meurent tout le temps. Alors, toi, t'as été dans les troupes d'élite. Est-ce que t'as vu la mort? Non. Non. À cette époque-là? Non, j'ai pas été engagé en zone de guerre quand j'y étais, donc je l'ai pas vu, mais j'ai eu l'occasion de la côtoyer ailleurs, autrement. 89 ans, ouais. C'est vérifié. 89 ans, Jeanne Moreau. Donc voilà, c'est peut-être que si tu l'avais vue sur les champs de bataille, elle t'aurait peut-être moins marqué. Plus tard, en ce qui concerne tes amis, est-ce que tu penses que les soldats qui sont, il y a quand même pas mal de soldats engagés, hein, il y en a qui meurent. Est-ce que tu crois que eux, au niveau de la mort, ils seront plus préparés, c'est-à-dire que je suis pas sûr qu'on puisse vraiment se préparer. Après, quand on est soldat dans ces unités-là, il y a un esprit de corps et de camaraderie qui est très très fort. Et quand c'est quelqu'un de l'équipe qui s'en va, il assure votre sécurité, il veille sur votre vie, vous veillez sur la sienne. C'est comme si on perdait un frère. Et donc la tradition dans le régiment où j'étais, c'est que quand il y avait un mort dans la section était dissoute. Et on était tous les gens étaient réaffectés dans d'autres unités. Et pourquoi? Pour pas que pour passer à autre chose, pour éviter que l'esprit pour la mémoire. Oui, pour la mémoire. Enfin, il y a plein de raisons à ça, mais c'est sûr que voilà, ça casse une dynamique et donc le soldat qui est engagé avec son camarade et qui voit son camarade partir, c'est pour lui c'est un drame. On lui arrache son cœur, il voudrait tout faire pour le sauver. En face de lui, il est là, il est là pour ça. On l'envoie pour de donner sa vie. Alors moi, j'ai toujours défendu l'intervention armée entre guillemets, mais défensive. C'est-à-dire que même Sartre a fini par reconnaître un moment qu'il y a des moyens où il y a des moments où le seul moyen d'arrêter la violence, c'est en appliquant une violence équivalente. Et donc, les forces armées, à un moment, il n'y a pas d'autre moyen pour faire stopper des massacres, des génocides, des tueries de population que d'envoyer les forces militaires. Donc, dans ce sens-là,
ça a du sens et donc quand on va dans ces opérations-là, on est là pour donner sa vie, pour sauver des gens. Donc on y est préparé, mais ça n'empêche que j'ai discuté avec pas mal de gens qui étaient plus anciens dans l'unité, qui avaient été au combat, qui eux avaient eu cette expérience-là. Aucun n'en tire de gloriole, aucun ne s'en vante. Enfin, c'est quelque chose il y a une forme. C'est jamais de gaieté de cœur. En tout cas, j'ai jamais entendu. Peut-être que ça existe, mais moi, j'ai jamais entendu personne dans cette unité-là se vanter d'avoir tué quelqu'un ou quoi que ce soit de ce genre-là. Hein, et toi, t'as tué quelqu'un? Ben non. Oui. Quelques moustiques. Je dois l'avouer. Il m'arrive de tuer des moustiques ou les insectes qui viennent. Les puces, les poux et les moustiques. Les moustiques, ça m'arrive, mais d'être humain, jamais. J'ai perdu ma question. J'aurais mieux fait de la garder. Oui, j'ai perdu ma question. Donc trouve-moi en une. Une question. Alors, tu l'as lu. Qu'est-ce que tu as pensé? Alors, ce que je te dis, c'est que bon, c'est des histoires qui sont pas drôles. Hein. Enfin, il y a rien de drôle, puisqu'ils ont tous quelques bonnes raisons d'aimer la mort. Mais ce que j'ai trouvé drôle, c'est que moi, à chaque fois, j'oubliais la mort. Et je rentrais dans l'histoire des gens, même si le titre, par exemple, c'est Macabre Rendez-vous, Val d'Or, etc. C'est-à-dire que je rentrais dans l'histoire sans m'attendre à ce que ça se termine comme ça, comme si quelque part. Pour ça, je te dis, on est comme ça dans la vie, c'est-à-dire que c'est heureusement qu'on n'y pense pas, sinon on ferait plus rien. Je suis assez content d'entendre ça, en fait, puisque les histoires, et c'est un peu comme ça que je construis mes romans, c'est que je prends le réel, je le déconstruis et je le réarrange pour servir l'histoire que je veux raconter. Donc, en fait, il y a énormément de tranches de vie différentes et réelles, de gens de tous les jours qui sont dans ce moment, mais c'est évidemment arrangé, tricoté autrement pour servir mon propos. C'est peut-être ça qui produit aussi cette impression, parce que j'ai un blogueur qui a fait une critique et qui disait un peu la même chose que toi, et il rajoutait qu'il avait l'impression de voir la vie de son voisin de palier. Donc je suis assez content d'entendre ça, puisque c'est ça. Ça y est, je me rappelle de ma question. J'ai réussi mon coup. Ouais, c'était dans une de tes nouvelles. On peut penser que ça se passe au Bataclan ou quelque part comme ça va parler à tout le monde. Et c'est aussi le fait de se porter au secours de quelqu'un, quitte à mettre sa vie en danger. Il y a des gens qui vont mourir en voulant sauver un gosse qui se noie. Ou voilà, c'est-à-dire il y a aussi ça. Et des personnes qui ont tellement pas peur de la mort, ou tout du moins qui vont mettre leur propre vie en danger pour sauver quelqu'un. Je trouve ça assez magnifique, et c'est d'ailleurs ce qui me réconforte un peu et qui me laisse espérer que l'être humain est pas complètement perdu, et qu'on pourra quand même finalement peut-être arriver un jour à aller vers un monde meilleur. C'est qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui sont altruistes et qui sont prêts à donner leur vie, les forces de l'ordre lors des attentats, les pompiers, les médecins, les infirmières, et parfois même récemment cette philosophe. Oui, c'est ça, c'est elle que je sais plus son nom là. Voilà, qui a plongé pour sauver deux enfants, qui a donné sa vie. Voilà, c'est des gestes admirables, et ça donne confiance, et ça réconforte un petit peu dans la nature humaine. Et ça, c'est vraiment magnifique. Alors, est-ce que c'est un acte réfléchi, ou est-ce que c'est un acte réflexe? Je crois qu'il y a après, ça dépend aussi un peu de son système de valeurs. Il y a beaucoup d'exemples de femmes qui font ça pour sauver leur enfant. Il y a aussi le côté instinctif en tant que maman. Il y a des témoignages hallucinants de femmes qui font des choses extraordinaires pour protéger leur enfant, pour sauver leur enfant. Donc il y a certainement une part d'inconscient et de l'espèce qui nous fait agir. Et puis après, il y a les qualités humaines de la personne qui complètent.
Alors, tu vas peut-être faire un autre livre, là, t'es parti sur autre chose ou pas? Et j'en ai un qui est prêt, c'est je dis que c'est un polar bio en fait, parce que c'est... Polar bio? Oui, c'est une enquête qui se passe dans une réserve naturelle, la nature et les animaux ont un rôle important, donc il est rédigé. Alors j'hésite encore, j'ai peut-être, il est prêt, mais je me dis que peut-être je vais faire évoluer le projet avec une amie vers une espèce de roman photo, c'est-à-dire que je vais l'illustrer avec de l'image donc là, si ça sort, ça sortira, je pense pas avant 2018-2019 parce que le temps de finir le projet. Mais en tant que roman lui-même, il serait prêt à être édité. En début d'année prochaine. Mais l'idée d'un travail collectif, c'est pas quelque chose que j'ai fait, donc ça m'intéresse. Et puis la réserve naturelle, c'est les Kerguelen où j'ai passé 1 an. Donc pouvoir illustrer avec des photos de la faune et de la flore. Ah oui, donc ça sera des un beau choses livre. magnifiques. Ça devrait être en plus un beau livre. Voilà, donc ça c'est mon prochain projet. On se retrouvera. Alors sinon, on peut te retrouver où? Frédéric Martineau, EAU à la fin. Frédéric avec un C, on te retrouve... Bien, le livre, on peut l'acheter sur tous les sites, à la Fnac, sur Amazon, dans n'importe quelle librairie, mais il faut le commander parce qu'il est pas dans les rayons. Là, je suis édité en mode alternatif, donc effectivement, je fais pas tête de gondole. Chez Edilivre, quelques bonnes raisons d'aimer la mort, c'est le titre. Et il existe format numérique, iPod, tablette pour moins de 2 €. Donc voilà, c'est pas un achat hors de la portée des bourses. Et si on préfère le papier, sur le moyen le plus rapide, c'est d'aller sur le site de la Fnac et de se le faire livrer à la maison. Quand on est adhérent, la livraison est gratuite. Alors, ce soir, c'était quelques bonnes raisons d'aimer la mort. Demain soir, ce sera Nous n'aurons pas peur avec Michel Moati. Quelque chose encore qui a lieu avec la mort, mais plutôt drôle. Je te remercie. Qu'est-ce que tu pourrais dire? T'as une phrase, quelque chose pour terminer l'émission? Une citation? Non, il n'y en a pas de citation dans ton livre. Bien. On pourrait en fait, on pourrait citer un philosophe, que ça va donner une petite touche intellectuelle pour finir. Réfléchir. Voilà, pour réfléchir à la mission. Mais en fait, c'est Épicure, qui est matérialiste et qui comprenait pas que l'être humain avait peur de la mort, parce qu'il disait tant qu'on existe, elle n'est pas là. Et quand elle est là, on n'existe pas. Donc pourquoi avoir peur de quelque chose qu'on ne rencontre jamais, disait-il en parlant de la mort. Maintenant, il doit savoir. Lui, effectivement, il doit avoir la réponse. Surtout si la mort est éternelle. Il a eu le temps d'y réfléchir. Non, mais je rigole. Bon, je te remercie beaucoup. Frédéric. Merci pour ton invitation. Frédéric Martineau, merci beaucoup. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils,